quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Wolves 2024 ? Bon, alors j'en ai pas mal, donc j'hésite un peu, mais je vais commencer par une positive. Ça va être 119.2. Et cette stat, c'est ce qu'on appelle le PSA sur Cleaning the Glass, c'est-à-dire le nombre de points par tir sur 100 possessions. Donc ça équivaut à 1.19 points par tir marqué. Et c'est celui d'Anthony Edwards en playoff. Ouais. Alors pourquoi j'ai choisi cette stat ? Parce que si j'ai pris les 15 plus gros usages en playoff, donc les 15 joueurs qui ont eu le plus la balle, le plus de tirs, etc. Plus gros volume, ouais. Le plus gros volume. Et ce total-là, pour Edwards, est le 4e meilleur de tous les playoffs. Derrière Lillard, qui n'a pas beaucoup joué, donc c'est pas complètement révélateur, c'est sur une seule série, Jokic et LeBron James. Et LeBron James n'a pas non plus beaucoup joué puisque c'est sur 5 matchs de souvenir. Ouais. Donc c'est bien mieux que Doncic. Donc je le redis, 1.19, c'est mieux que Doncic qui est à 1.11, que Tatum qui est aussi à 1.11 ou que SGA qui est à 1.16. Donc cette stat, elle me paraît vraiment révélatrice du niveau qu'a eu Anthony Edwards en playoff et de cette alliance usage-efficacité qui était un des points d'interrogation. On a souvent parlé tous les deux dans les divers podcasts de sa capacité à augmenter son efficacité tout en augmentant son usage. Ouais. Il me semble que ces playoffs ont montré qu'il en était capable et que là on a vraiment un score d'élite pour le coup. Oui, clairement, c'est d'ailleurs si on compare avec la saison régulière, donc le fameux PSA, alors le PSA c'est Point Per Shot Attempt, c'est un peu ça. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, jamais compris parce que Cleaning the Glass appelle ça Point Per Shot Attempt, donc par tir tenté, mais il le présente par 100 tirs tentés, la stat. Toujours un peu bizarre, mais bref. Donc il est passé en saison régulière de 1.16 à 1.19, donc il augmente par rapport à la saison régulière. Notamment, ce qui a bien aidé, c'est que le pull-up à 3 points est notamment pas mal rentré. Hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais on a vu ça aussi pendant les playoffs. Et d'ailleurs, tu regardes 41% sur les playoffs en termes de 3 points, réussite à 3 points, c'est très bon, alors que lui, hein, il est en général plutôt autour des... Voilà, c'est un shooter à 37-38, on va dire. Donc 41%, c'est une belle marque et on voit que c'est pas mal de pull-up parce que il a jamais été aussi peu assisté sur ces 3 points. Donc ce qui veut bien dire pull-up et pas que des catch and shoot. Hein. C'est pour ça que c'est bien parce que il a une bonne efficacité. Il a eu une bonne efficacité alors que c'était que des tirs compliqués. Peut-être la seule déception, ça a été la série contre Dallas. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte de à quel point en fait. Pour le coup, moi, je tempérais un peu les critiques qu'il y a eu sur la série contre Dallas parce que on a bien vu que tactiquement, c'est pas que de sa faute. Moi, j'aime bien un peu lui taper dessus en termes de sélection de tir, etc. En fait, là, contre Dallas, il n'y avait pas de spacing, il n'y avait nulle part où aller. Et en fait, c'était peut-être un des seuls à pouvoir se créer son tir de manière un peu qualitative. Donc oui, il y a eu un peu des mauvais choix, mais franchement, je trouve que sa série contre Dallas, elle est surtout marquée par le fait qu'on ait une défense en face qui était une des meilleures défenses de NBA et des playoffs en termes de réduire l'espace, boucher l'espace, et qui a pu être possible aussi parce que Minnesota n'avait pas un bon spacing. Donc je crois que sur ces chiffres d'efficacité que sur Dallas sont un peu plus bas, et beaucoup de monde a été un peu déçu. Mais bon, finalement, moi, je le nuancerai clairement, et en effet, on est quand même sur une campagne de playoff de très haut niveau, et même, je rajoute aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, mais je trouve aussi que son passing en playoff a été pas mal, notamment la série contre Denver où ça commençait un peu à amener des edges sur lui, des 2 contre 1 sur le ballon. On voyait qu'il était capable de ressortir assez bien et que Minnesota arrivait à créer du jeu à partir de ça en fait. Oui, d'ailleurs, j'ai hésité avec une autre stat qui est 27.7, c'est son assist percentage, donc c'est le nombre alors, comment l'expliquer clairement, c'est le pourcentage de tirs. Quand il est sur le terrain et quand un panier est marqué par son équipe, 27% des paniers étaient assistés par lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Exactement. C'est bien mieux expliqué que ce que j'allais faire, qui allait être très confus. Donc c'est ça. Et 27,7, c'est vraiment bien, et surtout c'est en hausse par rapport à sa saison régulière où c'était 24 points. Et si on reprend son historique, dans sa première année, son année rookie, il est à 14% d'assist percentage. Et peu à peu, ça monte, 17,3 deuxième année sophomore, 19,2 l'an dernier, 24,1 cette année et 27,7 en play-off. Et ça, c'est un signe de son évolution comme playmaker qui est effectivement très impressionnante sur
capacité. Alors, je dirais pas qu'il est devenu. C'est pas Doncic, c'est pas LeBron James, c'est pas quelqu'un qui va sortir des passes. On comprend même pas comment il a fait. C'est pas Jokic évidemment. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et tu as tout à fait raison, c'était notamment le cas dans la série contre Denver, c'était sa capacité à être patient. Et ça, finalement, on dit souvent, il y a un peu ce cliché de la phrase, le jeu ralentit pour les jeunes joueurs quand ils commencent à maîtriser, mais là, on avait vraiment cette impression que il se précipitait pas, il attendait de voir, et il faisait la passe qu'il fallait faire au bon moment. Alors, c'est pas une passe qui crée forcément quelque chose qui n'existait pas avant, comme peut le faire Jokic ou d'autres, mais c'était un signe d'une vision du jeu qui s'améliore sur les edges, sur les prises à deux et tout ça, puisqu'il y avait des prises à deux permanentes sur lui. C'est quelque chose qu'il a eu un peu plus de mal à faire contre Dallas, mais aussi parce que la défense de Dallas était tellement longue, avec Derrick Jones, avec Washington, Exum et autres, qu'il avait un peu plus de mal à avoir des lignes de passe faciles s'ouvrir. Et il laissait très ouvert tous ceux dans l'effectif qui ne sont pas des très très bons shooters. Mais tous ces indicateurs statistiques, en tout cas, sont, je trouve, très très positifs, parce que être capable d'augmenter en play-off, en étant la première option, à la fois son efficacité au tir et son playmaking et son assist percentage, c'est vraiment super intéressant, surtout en continuant à proposer une très bonne défense, quoi. Donc moi j'avoue que j'ai toujours été optimiste sur Edwards, mais que j'ai été quand même assez impressionné par sa série de playoffs. Mais d'ailleurs, petite note au passage, mais tu vois, encore une fois, moi je trouve que les critiques étaient un peu exagérées sur la série contre Dallas par rapport à Edwards. Mais qu'est-ce qui est passé, Rafa, la série d'après? Tatum a eu les mêmes critiques. Le côté, ouais, il score pas beaucoup et tout. Mais en fait, parce que la défense Dallas, elle joue d'une certaine manière, qui fait que, en face, tu dois aussi, le joueur s'adapte, quoi. Et la différence entre Edwards et Tatum, c'est que Tatum, très peu de scoring, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des aides, et donc il faisait le kick-out. Mais la différence, c'est que Boston, il avait des shooters. Et oui, voilà, exactement. Et que Minnesota en avait moins. Donc on a un peu moins vu cet aspect-là, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a eu un peu les mêmes critiques. Tatum, Edwards, je trouve, de séries d'affilée. En fait, c'est aussi surtout la conséquence de ce que propose Dallas en défense, quoi. Et bref, c'était un peu rigolo ça, mais au niveau de l'assist percentage, moi, la nuance que je mets, j'aime pas cette stat. J'aime pas trop cette stat parce que pour moi, elle est trop. En fait, plus tu es un monopolisateur de ballon, plus tu as des chances de briller sur cette stat. C'est un peu la grosse faiblesse de l'assist percentage. Parce que voilà, en fait, plus tu as de ballons, plus quand il y a une assist qui survient, c'est probable qu'elle vienne de toi. Parce que si toi qui as toujours ballon, tu vas voir les trucs de Kobe Bryant à l'époque, les grandes années où il monopolisait tout, il a quand même des bons assist percentage, mais parce que les autres n'avaient jamais la balle. Donc il pouvait jamais y avoir un assist qui venait d'un autre. J'exagère, mais ce que j'aime bien, moi, du coup, pour juste régler ce petit problème, c'est que tu divises par l'usage, du coup. Donc tu as le fameux ratio de playmaking, tu sais, où comme ça, tu élimines un peu cette donnée-là du monopolisation de ballon. Et en effet, je te rejoins, et on le voit aussi dans les chiffres, ce chiffre de ratio de à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons, il explose en fait pour Edwards. Il a clairement quasiment doublé entre son début de carrière et actuellement, donc 0,73 cette saison de ratio. Le chiffre, on s'en fiche, mais voilà, 0,73, il partait de 0,50, et même en playoff, c'est monté à 0,9 quasiment. Donc on est vraiment sur quelqu'un, comme tu dis, qui, au fur et à mesure, son jeu n'est plus que seulement du scoring et très peu de passing. On n'est pas non plus dans la zone Doncic, Harden, LeBron, etc. C'est pas ce type-là. Mais on est de plus en plus, je trouve, on se rapproche d'un scoreur un peu polyvalent. Pas le playmaker principal, mais le scoreur un peu polyvalent qui peut scorer et passer. Et même, c'était un peu ma frustration sur la série contre Denver, c'est qu'en début de série, ça marchait bien. Le côté, on fait des pick and roll, on amène la pression, et puis lui, il peut libérer. Et puis, on avait un peu arrêté de le faire. Donc ça, j'avais pas trop compris cet aspect-là. Mais oui, ça fait un peu partie on peut le dire, la grande saison de Edwards, qui, moi, je trouve, a progressé sur beaucoup de points cette saison de manière assez conséquente, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans le profil, c'est que les turnovers n'ont pas augmenté. Parce qu'avec l'usage qui augmente, souvent le nombre de turnovers augmente, et là c'est pas vraiment le cas pour lui. Et c'est marrant que tu parles de Tatum, parce que finalement son profil à Edwards, du point de vue statistique, commence à se rapprocher de celui de Tatum. C'est deux joueurs qui sont assez proches si on compare l'efficacité de Tatum est un peu au-dessus, mais sinon en termes d'assists, de turnover, même de
de de skill set aussi, hein, c'est pas des gros passeurs, voilà, mais ils peuvent un peu tout faire, quoi. De défense aussi. C'est Ouais. deux joueurs à qui il manque sans doute un peu plus de génie au playmaking pour être dans le top, je sais pas, 3, top 5 des joueurs NBA, mais qui sont vraiment extrêmement complets et capables de scorer partout, capables d'être bons en défense, capables de switcher. Plus que bons d'ailleurs, hein. Les deux sont plus que bons en défense, ils peuvent être excellents teams, quoi. Je pense que Tatum est un peu au-dessus en défense off-ball, où Edwards a encore un peu des trous, quoi. Mais mais clairement, pour des standards de star offensive, je pense que c'est peut-être parmi les meilleurs défenseurs, notamment on-ball, avec la polyvalence et même le niveau affiché, etc. Ouais, quoi. Ouais, complètement. Et je trouve que ce qui est positif aussi dans la saison d'Edwards, c'est que, alors là, je parle pas seulement des playoffs, mais en général, il a vraiment augmenté son adresse au cercle. Il est de plus en plus assertif dans la manière d'aller au cercle. Oui. Il est passé à 69% de réussite cette année. Pour comparer, il était à 64 l'an dernier, donc c'est quand même un vrai saut, hein, qualitatif. Il était à 59 dans son année rookie. Donc tous les indicateurs, et là encore c'est assez proche de Tatum, c'est marrant, tous les indicateurs sont en hausse, mais de manière progressive, chaque saison. Comme si peu à peu le déchet s'en allait de son jeu. Alors il en reste, hein, mais c'est de plus en plus stable, de plus en plus complet. C'est quand même vraiment bon signe, ça, pour le coup. Même si t'as l'air de le défendre, après tu dis c'est un vrai saut, j'ai pas compris. Non. Un saut d'efficacité, pardon, évidemment. Non, mais je suis totalement d'accord. Alors je peux enchaîner un peu avec ma première stat du jour, qui était un peu là-dessus, si on reste sur Edwards. Moi, c'était 14. 14%, c'est son shooting foul percentage. Qu'est-ce que c'est le shooting foul percentage? C'est les fautes provoquées spécifiquement pendant une tentative de tir, et pas quand il dribble, et pas quand il manque le ballon ou autre, pendant une tentative de tir, donc vraiment la vraie capacité à provoquer une faute, hein, comme on dit. Et 14%, sachant que les années d'avant, il était donc l'an dernier à 12, 9% l'année d'encore avant, 10%. Voilà, c'était pas mal. Là, on monte à 14. Et pour dire, hein, par exemple, on passe du 70e centile, à peine mieux que 70% des joueurs à son poste, aujourd'hui au 97e centile. Donc c'est pas mal. Et si on regarde donc spécifiquement ce que Cleaning the Glass, le site, appelle les points et les combos, donc les meneurs et les combo guards, en fait, 4e de NBA. 4e de NBA chez ces petits, entre guillemets, petits joueurs, donc juste derrière SGA, Doncic et James Harden. Voilà, donc un peu les maîtres de l'exercice, évidemment. Et si on rajoute même ce qu'on appelle les wings et les forwards, donc un peu les ailiers, et donc on regroupe un peu tous les extérieurs, en enlevant les pivots toujours, hein, qui ont des standards différents, mais parmi les extérieurs, il est 16e de NBA. 16e sur 170 joueurs qui ont un certain temps de jeu. Donc voilà, pour moi, c'est aussi alors il y en a eu plein cette saison, des améliorations dans son jeu. Le playmaking, où il est passé de je fais des flashs à je suis quand même bien meilleur, on en a parlé. La défense, où pour moi, on est passé là encore, un mec qui avait des flashs à aujourd'hui quelqu'un qui est vraiment un très bon défenseur. Et donc, il y a cette capacité aussi à tirer les fautes, et qui, à mon avis, est aussi un signe de son agressivité. Et tu as parlé un peu de tir au panier, etc. Mais je trouve qu'il fait plus de drive. Et de plus en plus, on voit aussi cet aspect de bah ouais, en fait, t'as les outils et tu pourrais être le meilleur driver de NBA. Et ça a toujours été un peu mon reproche, hein, ce côté, mais non, mais tu prends trop de pull-up alors que tu as des outils fabuleux. Et là, année après année, mais surtout cette année, on voit qu'en fait, quand il veut, déjà il le fait de plus en plus, et quand il veut, en effet, on a des trucs assez incroyables, quoi. Il y a certains matchs cette saison où il fait à peu près ce qu'il veut en termes de drive pour aller au panier et pour finir au panier, face même à des défenses d'élite, quoi. J'ai pas mal de souvenirs de cette année contre les Clippers notamment, ou des matchs comme ça où en fait il fait, on voit ce côté drive un peu implacable. Et donc voilà, je voulais un peu citer ce pourcentage de provocation de faute, en fait, parce que ça montre un peu, ça illustre un peu cette agressivité de plus en hausse, on va dire, et ce côté drive aussi en hausse, même si, bon, l'efficacité générale est toujours au niveau de la moyenne, parce qu'on a tout de même un régime de tir qui parfois prend beaucoup de pull-up sans être ultra efficace, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration, mine de rien. Et puis pour ajouter aussi une dernière stat que j'avais notée, on a parlé du passing qui augmente, et comme tu dis aussi, dans le même temps, les turnovers diminuent même. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que non seulement son volume augmente, mais même sur ce volume qui augmente, il fait plus de passes, donc il prend plus de risques, et pourtant son nombre de turnovers baisse. Alors que, comme dit, faire une passe, c'est risqué, et donc c'est les passeurs qui ont le plus de turnovers généralement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il augmente un peu son volume au scoring, il augmente sa fréquence de drive, son agressivité, ses lancers francs, même le passing, et
en plus, moins de pertes de balles, donc c'est tout de même assez appréciable pour une saison qui finalement est assez vraiment complète, je trouve, où je sais que moi j'ai toujours été un peu plus patient, on va dire, sur lui. Là, clairement, on est, comme dit, sur un peu la concrétisation de plus en plus et de mieux en mieux de son potentiel, où je trouve qu'on est passé d'un joueur qui était déjà très bon, mais surtout avec des flashs de brillance par-ci par-là, où là ça devient de plus en plus régulier, donc tant mieux en fait. Oui, pour compléter ta stat initiale, et alors ça je sais pas exactement comment l'expliquer, mais je me rappelle très bien qu'il y a 1 ou 2 ans, quand on avait fait un podcast sur les Wolves, tu t'es interrogé un peu sur son toucher, et son adresse au lancer est passée de, en gros il était à 76-77 à cette année 83. Ouais. Ce qui est vraiment là pour le coup un saut assez spectaculaire. Alors il faut voir si ça dure, mais en tout cas en playoff c'était le cas aussi. En plus il était à 80,5, donc voilà. Donc ça participe aussi, je pense, s'il y a une amélioration. Alors on sait que souvent on dit que le toucher c'est un peu inné et que c'est difficile d'améliorer ça. Bon, j'imagine que ça se bosse quand même un peu, et être capable d'améliorer à la fois la finition au cercle et l'adresse au lancer, c'est quand même un signe aussi assez positif d'une progression. Alors je sais pas à quoi elle est due exactement, ça. Est-ce que c'est un travail spécifique ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un autre indicateur qui pointe vers le haut, quoi. Ouais. Oui, et puis tu as parlé des pourcentages au panier, mais je crois que si on fait, non pas tous les tirs au panier, mais spécifiquement sur drive, de par notamment donc, tous ces lancers francs en plus, il a une productivité, une efficacité sur les tirs en fin de drive spécifiquement, et pas que les cuts et pas la transition, etc., mais qui a vachement augmenté, et qui est même top 10, top 15, je sais plus, j'ai pas exactement les chiffres sous les yeux, mais voilà, on avait avant un joueur qui était au niveau de la moyenne, qui là a fait un vrai jump vers le haut du classement sur l'efficacité en drive. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Tiens, avant de passer à autre chose, je peux te poser la question. Comment est-ce que toi, tu vois... Imaginons que Edwards est MVP. Voilà, Edwards est MVP dans le futur. Quel est pour toi l'outil qu'il a développé ou l'aspect du jeu qu'il a développé pour atteindre et pour franchir le dernier step peut-être? À ton avis, c'est quoi qui peut encore le faire passer dans une strate supérieure? C'est une bonne question, c'est pas évident. Je pense que le playmaking, malgré tout, continue à progresser là-dessus. Moi, il y a une arme sur laquelle je pense qu'il faut qu'il se penche depuis presque le début, c'est le flotteur. Il me semble que il est encore un peu limité là-dessus, même si on a vu des choses. Il a ajouté quelques armes de ce point de vue-là qui sont intéressantes à mi-distance, mais il me semble que parfois dans son jeu de mi-distance proche, c'est-à-dire pas le tir juste devant la ligne de 3 points, il peut être soit un peu confus, soit pas très très précis, alors qu'il aurait les armes pour marquer de ce point de vue-là ses armes physiques, la suspension, la capacité à maîtriser son propre corps en l'air, etc. Donc, je pense que le flotteur là, ça pourrait faire de lui un attaquant assez inarrêtable pour le coup, plutôt que d'essayer d'aller au cercle en permanence. Et je pense que notamment dans la série contre Dallas, il y avait une sorte de barricade devant le cercle. Ça aurait pu aider pour une fois, jouer un peu plus à mi-distance et de tenter un peu plus ce genre de choses. Mais c'est aussi un écosystème général, c'est-à-dire que à mi-distance, il y a toujours un peu moins de place dans le jeu des Wolves parce qu'il y a Gobert qui est en train de circuler, parce qu'il y a Towns qui aime bien être dans cette zone-là aussi parfois. Quand il y avait Kyle Anderson sur le terrain, c'est le spot de Kyle Anderson. Donc, bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'espace à cet endroit-là, mais je pense que ça mériterait d'être développé un peu. Je dois dire que je le vois pas. Je pense pas qu'un jour il devienne un manipulateur de haut niveau en termes de pick and roll, etc. Je pense que déjà être un passeur un peu comme il est actuellement, où voilà le profil un peu scoreur qui peut passer, mais je pense pas qu'il devienne un joueur, un passeur d'élite comme d'autres, parce que d'autres partent de déjà beaucoup plus haut, donc c'est pas son jeu non plus. Par contre, c'est vrai que je pense que le step up qu'il peut faire, c'est au niveau de l'efficacité, assez clairement. Et là, je pense qu'on peut gratter un peu de valeur sur peut-être la sélection de tir, peut-être on peut encore continuer à gratter de la valeur sur le shooting foul percentage, donc la capacité à provoquer des fautes, parce que j'ai dit il est à 14%. Il faut savoir que les tout meilleurs de NBA, donc des SGA, des Doncic, des Harden, même encore aujourd'hui, des Jimmy Butler, c'est des mecs qui vont aller gratter et titiller vers les 20% de shooting foul percentage. Et ça fait des tonnes et des tonnes de lancers francs en plus. Donc voilà, un peu de sélection de tir, toujours un peu plus de lancers francs, plus troisième élément aussi, le spacing.
à quel point aussi est-ce qu'un bon spacing peut pas aussi débloquer plus que ça ce côté drive en fait, et ce côté s'il y a de l'espace, je peux attaquer l'espace et aller au panier. Et donc si tu échanges pas mal de tes pull-ups sur des pull-ups à 40-45% de réussite attendue, donc 0,80 points par possession, t'échanges ça contre des drives où il est à 1,10, 15 ou 20 points par possession attendus, de suite tu peux faire un jump. Donc je pense que en vrai, je pense qu'on n'est pas si loin d'un Edwards qui pourrait encore aller gratter plus haut, mais c'est comme dit aussi, c'est toujours le dernier step peut-être qui est le plus difficile à passer, mais en tout cas lui il pourra avoir les outils pour aller encore un peu plus haut, je pense en tout cas. Ouais, tout à fait, et c'est vrai que ça dépend pas seulement de lui, mais aussi de la manière dont l'équipe est organisée, quoi. Et tant qu'il y a Gobert, de fait le spacing peut pas être complètement idéal. Après Utah a réussi à bâtir des bons spacing autour de Gobert, mais il y avait d'autres compromis qui étaient la défense autour. Ouais, du coup, la défense c'était plus que Gobert. Et on a vu que ça bloquait aussi. Mais non, franchement, tu vois, c'est peut-être fiction, théorie, mais je pense que tu le mets dans l'équipe de Boston et face à cette défense de Dallas. En finale, tu vois, tu swaps Tatum et Edwards. Je pense pas qu'il y ait une différence énorme en termes de à quel point il peut créer du jeu sur des driving kicks, etc. En tant qu'initiateur de l'attaque dans un bon spacing et face à une défense Dallas qui amène un mec en premier rideau plus un mec en deuxième. Alors là, tout ce jeu de driving kick que Tatum a fait, qui n'était pas son jeu de base mais qui a été obligé de faire parce que la défense dictait ça, je pense pas qu'Edwards soit beaucoup moins bon que Tatum si tu le mettais dans un tel spacing, quoi. Donc pour moi, il y a aussi un peu à gratter de ce côté-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.